Donc, je reviens encore une fois, et là, pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, ce sont les leishmanioses. Moi, mon cheval de bataille, c'est les leishmanioses. Donc, ça fait plus qu'une vingtaine d'années que je travaille sur ce thème. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation, il y aura des gens qui seront intéressés. Et je suis à la recherche de doctorants. Si quelqu'un est... Vous allez fonder des doctorants. Il y en a deux. Une maladie, ce n'est pas une maladie, c'est un ensemble de syndromes. Et ceci, elle est due à la variété des parasites. Donc, et chaque parasite, il est lié à un vecteur et un réservoir spécifique. Donc, les leishmanioses, c'est des maladies parasitaires, donc c'est un ensemble de syndromes qui sont liés, qui sont dus au fait de la variété de parasites. Et chaque parasite est inféodé à une espèce de phlébotome et un réservoir animal spécifique. Et donc, automatiquement, je suis désolée, les âmes sensibles, vous risquez d'être un petit peu bousculés par les images. Donc, cette variété de vecteurs et cette variété de parasites et cette variété de réservoirs animaux font que les manifestations cliniques de la leishmaniose ils sont extrêmement diversifiés. Et donc, on passe d'une infection asymptomatique chez les personnes qui sont infectées par le parasite et qui ne font aucune maladie. On passe à la leishmaniose viscérale, qui est fatale si elle n'est pas traitée. Mais bien entendu, on a d'autres syndromes dermiques, c'est la leishmaniose cutanée et la leishmaniose cutano-muqueuse. Un peu d'historique. Donc, les leishmanioses, ils sont connus, ils sont des infections très anciennes. Et au Pérou et en Équateur, on a trouvé dans des poteries des déformations faciales qui rappellent les leishmanioses. Donc, vous voyez là un cas de leishmaniose et la déformation faciale est la même que celle qu'on a retrouvée dans les poteries des civilisations pré-Inca. Donc, ils ont été reconnus comme étant des infections extrêmement anciennes. Maintenant, l'historique de ce qu'on appelle les leishmanioses. Donc, il y a le Sir William Leishman, c'est un officier britannique qui était dans les services médicaux en Inde. Et en 1901, il a pu observer dans la biopsie de foie d'un soldat qui avait ce qu'on appelait à l'époque la fièvre d'Amdam. Il a observé des petites cellules de 3 à 5 micromètres. D'accord? Et en 1903, Leishman, il a publié ses résultats. Et en fait, ces petites cellules, il s'agissait d'une forme amastygote des leishmanies. La même année, Donovan, qui était également un officier irlandais dans l'armée indienne, donc chez un soldat mort d'une fièvre. Donc il a pris le foie, ou la rate, ou les deux, il a fait une biopsie, il a envoyé ce qu'il a observé, il les a envoyés, il a observé les mêmes cellules, il a observé des cellules rondes, et il a envoyé les photos de ce qu'il a observé à Ross. Et Ross, à l'époque, était la plus grande autorité. Donc, Ross était Ronald Ross était la plus grande autorité de parasitologie à l'époque. Il y avait un grand débat entre Leishman et Donovan. Et donc, Ross, ce qu'il a fait, il a fini ce débat en donnant, il s'agissait en fait des mêmes cellules, d'accord? Donc, il a donné le nom de Leishmania donovani à cette espèce de parasite qui était responsable de cette fièvre en Inde. Donc Leishmania en hommage à Leishman, qui a découvert la première fois ces amastygotes, et Donovani en hommage à Donovan, qui lui-même aussi a remarqué ces amastygotes. Et voilà, et qui est enterré dans cet institut, il a montré le caractère zoonotique des leishmanies. Donc, il a pu montrer que le chien il peut être réceptif de ces parasites.
Et ce sont les frères Sergent, qui étaient à l'Institut Pasteur d'Alger, qui ont pu montrer expérimentalement que ces parasites ils sont transmises par le phlébotome, que j'ai montré tout à l'heure, qu'on appelle également la mouche de sable. Alors depuis le temps, c'est-à-dire depuis l'apparition des leishmanioses ou la découverte des leishmanioses, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, sauf que cette parasitose, il garde encore des zones d'ombre. Donc il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur les leishmanioses. En fait, les leishmanioses, ils sont classés parmi les maladies négligées, ils sont considérés comme maladies négligées. Pourquoi? Parce que ça attaque les régions pauvres du monde. Et donc il y a très peu de... C'est-à-dire que les boîtes pharmaceutiques qui font la recherche et le développement ne s'intéressent pas beaucoup à cette parasitose. Et vous allez voir par la suite qu'on traite toujours par des médicaments qui étaient utilisés en 1918. C'est le glucantide qu'on utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc cette maladie vectorielle, on a montré qu'il est influencé par plusieurs facteurs biotiques et abiotiques. Et donc tout ce qui est urbanisation, l'installation des barrages, la déforestation, l'immigration massive, il influence, il augmente l'incidence de cette maladie. On va voir tout ça par la suite. On a également des facteurs de risque qui sont individuels, comme la malnutrition. La malnutrition, c'est un facteur qui permet à la maladie de s'exprimer. Beaucoup de chercheurs incriminent la susceptibilité génétique, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à faire la maladie et d'autres qui ne le sont pas. Et bien sûr, l'immunodépression et la co-infection par le virus VIH. Alors, pour parler un petit peu de l'épidémiologie de cette maladie, donc